passe tout de suite la parole à Caroline Buffet et puis nous prendrons les questions pour nos deux intervenantes tout à l'heure. Bien. Alors, moi, je vais vous parler d'un projet d'art qui s'appelle Inspiration. Je viens du musée des 3 pays qui se trouve à L'Eurart. L'Eurart, c'est juste à la rencontre entre 3 pays, comme le dit le nom du musée, l'Allemagne, la France et la Suisse. L'Eurart se trouve à quelques kilomètres au nord de Bâle. On est juste à ce point de confluence. Et donc cette situation géographique donne au musée son profil transfrontalier. L'exposition permanente parle de l'histoire l'histoire culturelle et historique l'histoire culturelle de la région des 3 pays. Et c'est aussi le profil de la collection. C'est le profil de tout le programme de médiation culturelle. Donc, on s'adresse à un public transfrontalier. Et dans la collection, il y a une certaine partie, un fonds d'œuvres d'art d'artistes locaux. Donc, moi, je suis responsable du service de pédagogie. Et on peut montrer la suivante. Le musée a adopté une charte du service pédagogique il y a quelques années déjà, dont je lis la première phrase. Les programmes pédagogiques du musée des 3 pays s'adressent à tous les visiteurs sans exception. Ça veut dire que, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, la langue qu'ils parlent, quelle que soit leur formation et bien entendu, quelles que soient leurs aptitudes, tout le monde peut trouver quelque chose dans ce musée et nous nous adressons à tout le monde. Ça me paraît quelque chose de vraiment essentiel. Pour nous, c'est sans doute évident dans cette salle, mais je crois que c'est toujours important de rappeler dans tous les textes, dans toutes les négociations qu'on a, de rappeler cette charte d'accessibilité et cette notion de pédagogie inclusive. La deuxième phrase, le concept des visites, des ateliers et des projets tient compte de la spécificité des divers types de publics. Il respecte, dans la mesure du possible, les normes d'accessibilité aux personnes en situation de handicap et celles de la pédagogie inclusive. Alors, pour ce qui est du projet, en 2 mots, la description, et puis après je vais vous montrer beaucoup de photos pour illustrer le déroulement du projet. Il s'agit donc de proposer aux participants, en l'occurrence des personnes en situation de handicap, d'exécuter une œuvre personnelle inspirée d'une pièce de la collection du musée. Les participants peuvent utiliser des formats très très variés, en 2 ou 3 dimensions. Ils peuvent peindre, sculpter, coller, marteler, découper, coudre. Tout est, il y a rien n'est imposé. Le mode d'expression est complètement libre. Et le travail s'achève. Enfin, le travail va durer plusieurs semaines et il s'achève par une exposition au musée, dans laquelle les œuvres sources, celles qui ont inspiré, sont juxtaposées à celles qu'elles ont inspirées. On a donc un dialogue, je vais vous montrer avec les photos, un dialogue entre une œuvre inspiratrice et une œuvre inspirée. Alors, pour ce qui est du déroulement, dans un premier temps, l'équipe du musée va choisir un thème. On a déjà mené ce projet 3 fois. La première fois, on avait le thème de l'homme et la nature. La deuxième année, suite à une évaluation, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on cible un peu plus, qu'on soit plus concret. Et la deuxième année, on a choisi le thème de la danse et la musique. Et l'année dernière, on avait le thème de l'eau. Après avoir sélectionné ce thème, je choisis une vingtaine de pièces dans la collection d'œuvres, la collection d'art du musée. Ça peut être des tableaux, ça peut être des sculptures, des graphiques, des photos. Et je cherche une vingtaine de participants.
Je m'adresse pour ça à des institutions, des établissements d'accueil de personnes handicapées. Ça peut être des écoles, ça peut être des centres d'accueil pour personnes jeunes, pour des enfants, pour des adolescents ou alors pour des personnes âgées. Et encore une fois, il y a une dimension trinationale. Je cherche à réunir des participants de Suisse, de France et d'Allemagne, enfin de la région. Une fois que j'ai réuni mon pôle de participants, je les invite à une première, c'était la photo qu'on voyait avant, une première rencontre au musée, où ils apprennent à se connaître. Et là, vous voyez là sur la photo tous les participants qui sont autour d'une table. On apprend on se présente réciproquement. Et cette fois, lors de cette rencontre, j'ai disposé sur des tables, j'ai accroché les tableaux et les œuvres que j'ai sélectionnées. Au cours de cette rencontre, la photo suivante, les participants peuvent sélectionner une œuvre qui va les inspirer au cours des semaines suivantes. Et là, vous voyez une personne donc en situation de handicap qui observe un tableau. Il s'agit d'une gravure de Christian Rolf. Là, on avait le thème de la danse et la musique. Et il y a une autre personne qui est essentielle. Ce matin, j'entendais l'expression des personnes relais. C'est l'assistante qui communique avec le participant, qui lui explique, qui lui décrit le tableau, qui lui explique, voilà, qui commande ce tableau. Pour toutes ces rencontres, les personnes relais sont essentielles. Seul du service pédagogique, je ne peux pas encadrer tout le monde, tous les participants. Le projet marche uniquement grâce à l'intervention des assistantes, des personnes accompagnatrices qui amènent les participants au musée et qui m'aident à les accueillir et à leur expliquer le projet. La photo suivante, là, voilà, une des jeunes filles qui participait au projet, elle a choisi cette œuvre. Et donc, elle explique à l'une de mes collègues ce qu'elle ressent. Après cette rencontre, il s'ensuit une période de travail qui va durer entre à peu près 6 semaines. Les participants retournent dans leurs institutions, leurs établissements, et vont travailler. Donc, la photo suivante. Ils vont travailler encadrés par leurs éducateurs et leurs profs d'art. Ils travaillent sur leur inspiration. Donc là, vous voyez l'une des jeunes filles qui, elle, avait choisi de travailler sur le bois. Merci. Et pendant cette période de 6 semaines, je vais les voir, je vais leur rendre visite pour documenter le processus, l'évolution du travail. J'aime photographier, les interviewer, les interroger sur le parcours entre l'idée de départ et la réalisation du projet. La photo suivante. Là, c'est encore une visite que j'ai effectuée dans un centre où j'ai regardé comment ils exécutent leurs œuvres. Et encore une fois, tout est libre. Hein. Ils peuvent peindre, ils peuvent dessiner, couper, photographier, modeler de la terre, tout est possible. Au bout de 6 à 8 semaines, en général, on a fixé une date pour la 2e rencontre au musée. Et donc tous les participants reviennent pour la 2e fois et ils apportent leur œuvre finie. Et ça, c'est un moment très, très passionnant, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'une même œuvre a inspiré plusieurs participants. Et donc, on voit la variété des formes d'expression et la diversité de l'inspiration. Et puis, dans les semaines qui suivent, je décide avec la responsable de la scénographie au musée, on prépare l'exposition. Et toujours, comme vous le voyez sur cette photo, il y a l'œuvre inspiratrice, en l'occurrence en bas à droite, c'est une gravure
une gravure sur bois qui représente une forme qu'on peut dire, personnellement je lis un violoncelle. Elle a inspiré 2 personnes. L'un, on a fait un tableau avec des éléments en bois qui sont collés dessus, qu'il a peint. Il a donné le titre Mademoiselle à ce tableau. Donc le violoncelle est devenu un corps féminin. Et puis l'autre personne en a fait lui, il a appelé son œuvre guitare. Il a fait une grande guitare en papier mâché sur une structure métallique. Voilà. Donc 2 inspirations issues d'une même œuvre. La photo suivante. Là, c'est un autre type de travail. L'original se trouve à droite. C'est un collage. Et la personne qui a travaillé est restée très très proche, elle, de l'original. Elle a aussi exécuté un collage, elle a respecté les couleurs, les dimensions. Elle a choisi on pourrait parler d'une copie. L'autre photo, la suivante. Là, c'était l'année dernière, on a travaillé donc sur le thème de la danse et la musique. L'original se trouve au mur, en haut à gauche. Donc c'est cette gravure de Christian Rolf qui représente 2 figures en train de danser et les 2 figures se tournent le dos. Et là aussi, il y a eu 2 inspirations qui en sont issues. L'un a travaillé très proche de l'original, il a modifié les couleurs, mais il a respecté les 2 silhouettes, le contour des 2 silhouettes. Et la deuxième personne a travaillé en 3 dimensions. Elle a modelé des figures en fil de fer qui sont fixées sur un socle. Et en l'occurrence, dès qu'on approchait un peu du socle, les figures se mettaient à vibrer et traduisaient ce thème de la danse. Encore une photo. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. Après, donc, une fois que l'exposition est montée, j'invite les participants. Et donc là, j'avais invité, c'était le groupe de Bartenheim en Alsace. Il y avait une dizaine de participants. Et donc, on fait une petite visite entre nous pour récapituler le projet. La personne que vous voyez de dos, c'est Sébastien. Il a choisi donc cette peinture qui représente des femmes en train de se baigner dans le Rhin. Elles sont nues et l'une a elle tend une serviette de bain elle tend les bras vers le haut et elle a dans ses mains une serviette de bain. Et donc Sébastien a choisi de traduire son impression, son inspiration en modelant 3 petites figures en terre, en argile, on retrouve la silhouette des femmes du tableau. Sébastien est autiste, il ne m'a jamais adressé la parole, il m'a toujours évité. Et ce jour-là, il s'est passé un truc très spécial. On était en demi-cercle autour du tableau et on s'est approché, on a commenté, et Sébastien s'est détaché du groupe. Et la photo suivante, il s'est retourné vers nous et s'est frappé la poitrine et il a dit « moi ». Et c'était le premier mot que j'ai entendu de Sébastien. Ça montre vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Le projet a déclenché quelque chose, quoi. Sébastien a prononcé quelques mots. Et ensuite de ça, son éducatrice s'est jetée dans ses bras pour lui dire « mais oui, c'est toi, c'est ton travail, tu as... » Enfin, voilà. Pas de commentaire. On peut passer à la photo suivante. Voilà. Je conclus maintenant sur ce projet qui est devenu un projet, c'est une série, on le renouvelle tous les ans au musée, et cette année on va travailler sur le thème de la lumière et l'ombre. Ce qui m'apparaît comme conclusion intéressante, c'est que l'art est vraiment une langue qui ne connaît pas de barrières. Chacun peut comprendre l'art à sa manière individuelle, peut interpréter une œuvre indépendamment de ses compétences, de ses talents, de son habileté. L'art efface des barrières, elle les dépasse. Et l'art ouvre un champ de communication qui est complètement libre et illimité. Et c'est donc ce que j'appelle un moteur d'intégration sociale dans ce sens.
Les figures peuvent être, les œuvres peuvent être figuratives ou abstraites. Elles peuvent être classiques ou contemporaines. Elles peuvent être signées par des artistes renommés ou méconnus. Peu importe. Toutes, elles ont le pouvoir d'éveiller des émotions qui sont complètement inattendues. Et elles peuvent être à leur tour exprimées de façon très diverse. Une deuxième conclusion, c'est sur le rôle du musée. Le musée, à la fois temple et forum. Le musée temple, c'est comme il l'est à l'origine, un lieu qui est traditionnellement un endroit où sont conservés des objets précieux. Ils sont conservés et exposés au public. Mais c'est aussi le forum, c'est-à-dire que le musée a un rôle de plateforme de rencontre sociale. Et ici, dans ce projet, le musée joue pleinement ce rôle de temple et forum, parce que une fois l'exposition montée, elle est regardée, elle est visitée, elle est un lieu de rencontre entre les créateurs, ceux qui ont produit des œuvres, elle est un lieu de rencontre entre les éducateurs, entre les pédagogues du musée et surtout avec le public, parce qu'on a énormément de réactions du public. Et le musée a des compétences exceptionnelles, professionnelles. Dans ce musée, il y a un personnel qui sait exposer, qui sait éclairer, qui sait présenter les objets. Les œuvres qui sont produites, si elles sont exposées dans une salle de classe ou dans le foyer d'accueil de l'université, elles perdent leur aura. Et une fois présentées au musée, et en plus de ça, juxtaposées à l'œuvre qui les a inspirées, il y a quelque chose qui est très très magique et qui valorise le projet, qui valorise les œuvres. Voilà pour mes deux conclusions essentielles. Et donc, comme je vous disais, on a abordé le quatrième volet du projet. On travaille maintenant sur le thème de la lumière et on a choisi de faire un pas supplémentaire dans le sens de l'inclusion. On a choisi de travailler avec des participants avec et sans handicap. C'est-à-dire qu'on a sélectionné, donc on a invité plusieurs participants et on leur a demandé eux-mêmes d'amener d'autres participants non handicapés. Alors, tous, qu'ils soient avec ou sans handicap, vont se prêter au jeu, vont travailler sur les œuvres inspiratrices, sur le thème de la lumière. Et le 24 novembre, on a la date de la restitution. L'exposition sera inaugurée le 15 janvier. Vous êtes tous bien entendu invités à venir y jeter un coup d'œil. C'est un peu audacieux, mais je crois que ça vaut le coup. Et en l'occurrence, on ne parle plus de personnes avec ou sans handicap. C'est simplement des gens, des participants au projet. On ne cherche plus à savoir d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il a réalisé cette œuvre, est-ce qu'il est handicapé ou pas. La notion, enfin moi, ce serait mon idéal, c'est que cette notion disparaisse. Voilà, donc vous êtes tous invités à partir du 15 janvier et jusqu'au, je crois que c'est le 3 mars 2016, à l'Horaire, il y a cette petite exposition qui est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Alors, merci encore une expérience extrêmement enrichissante. Alors, on va passer aux questions, aux échanges. Alors moi, ce que j'ai retenu, ce qu'il y a de commun entre vous deux, mais aussi on l'a déjà vu dans les autres interventions ce matin et tout au long de la journée, c'est qu'il y a vraiment cette question du handicap, de l'inclusion et du rôle social que vous avez effectivement bien décrit en conclusion.
Le point commun, c'est que ces choses-là sont inscrites dans les missions de vos structures. Et on parlait notamment du service des publics, de l'accessibilité, inscrit dans le projet scientifique et culturel d'un musée, inscrit dans une charte d'accueil, inscrit dans les missions du parc. Je trouve que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, tout ça fasse naturellement partie intégrante d'un projet d'établissement, quel qu'il soit. Ça, c'est un point commun aujourd'hui qui apparemment est un petit peu accepté par tout le monde et qu'on retrouve un petit peu partout. Une autre chose qui m'a interpellée, c'est la formation des élus. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, comment avez-vous fait pour les faire venir, les élus? Parce que nous, on aimerait bien avoir la recette pour les faire venir un peu plus souvent, les faire participer, les faire s'intéresser un petit peu à ce qu'on fait dans les musées, leur montrer justement que le musée a aussi un rôle social et ne fait pas que consommer beaucoup d'argent, n'est-ce pas, et que l'on a notre rôle à jouer, notamment dans ce domaine du handicap. Je me tourne un peu vers les collègues du musée Mulhouse-Sud Alsace, je pense qu'ils pourront rebondir là-dessus. Alors, comment avez-vous fait pour les interpeller sur ce sujet ? On les a attachés. On les a séquestrés et voilà. Ouais. Non, pas du tout. En fait, on a bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, le parc, c'est un outil de développement local donc, qui est fait par les élus. Normalement, c'est eux qui se mobilisent autour d'un territoire. Voilà, bon après ça c'est dans la théorie et dans la réalité, le parc en fait organise des formations pour les élus. Donc c'est un programme de formation qui s'appelle les samedis du parc. Donc les élus en fait sont invités à travers une programmation, un courrier de relance évidemment, à participer à des ateliers d'échange, des présentations, de courtes formations de la durée d'une matinée, voire d'une journée. Ça dépend, sur des thématiques. Donc du coup, chaque mission du parc, donc que ce soit les architectes, mes collègues naturalistes, on se saisit de ces moments-là pour venir présenter des problématiques. Et on essaye effectivement de partir. Donc là, pour le coup, il y avait la loi en fait, qui était une vraie problématique pour les élus. Donc on est parti de cette question de la loi et des enjeux qu'il y avait autour de cette loi pour discuter de la question du handicap plus dans le fond, quoi. Voilà, donc, mais on a aussi des formations sur l'éclairage public, par exemple. C'est une vraie question. Oui, mais parce que on est bien d'accord, parce que effectivement, il y a déjà cette habitude auprès des élus du parc, j'imagine, d'avoir régulièrement des séances, si je puis dire, voilà, d'information, de formation sur des sujets particuliers propres aux missions du parc. Exactement. Donc ça aide. Propre au territoire. Alors après, je dirais, pour rebondir sur cette formation des élus, je pense qu'il faudrait commencer par déjà pas appeler ça comme ça, parce qu'effectivement, nous on appelle ça les samedis du parc, donc derrière ça, il y a une question de formation des élus, mais je pense que les élus sont pas forcément, sentent pas forcément à avoir des formations. C'est parfois, voilà, on peut dire des moments d'échange, ou voilà, c'est une façon aussi de présenter les choses aussi, qui permet peut-être de décomplexer un élu face à qui n'a pas forcément envie de se retrouver dans la position de quelqu'un qui va être formé en fait, surtout sur des questions autour de la culture que bien souvent on a l'impression de maîtriser. Voilà, donc c'est peut-être une question de dénomination avant tout. Et de la manière dont on apporte les choses. Voilà, mais c'est un vrai enjeu effectivement, et dans le milieu culturel particulièrement. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Oui. Donc toujours Nicolas Ziegler de Musée Mulhouse-Sud Alsace. Alors tout d'abord, votre témoignage, votre poste m'a fait grandement rappeler le mien et la situation à Mulhouse, c'est-à-dire que le parc régional du Nord des Vosges, chez nous, c'est l'agglomération mulhousienne, et on a aussi 11 structures qui sont fédérées sous notre association Musée Mulhouse-Sud Alsace, et nous n'avons non plus pas de hiérarchie au sein de cette association, donc pour monopoliser les musées, des fois c'est difficile. Et donc j'aimerais justement rebondir là-dessus. On parlait des recettes secrètes pour justement attirer les élus et les rendre attentifs à nos problématiques, mais il y a aussi certains musées qui sont difficiles à monopoliser. Alors je peux en parler parce qu'ils sont sans doute pas là aujourd'hui. Les bons élèves sont là. C'est ça, les bons sont là. Et on se retrouve toujours entre les mêmes, entre guillemets.
Mais est-ce que ça a été facile, justement, parce que vous me disiez, il y avait 14 musées, peut-être, je sais plus, 14 musées au sein des... Oui. Alors, en fait, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que c'est un peu compliqué. À la base, le réseau se regroupait 16 structures depuis 1994. Simplement, en 2004, on a revu la charte de territoire donc, qui est valable pour 10 ans. Et la conservation mutualisée, c'est-à-dire mes collègues qui sont plus dans la gestion des collections, se sont recentrés sur les 10 musées. Moi, je suis restée le service des publics des 10 musées. Mais ma mission s'est agrandie à l'ensemble des 40 équipements de patrimoine du parc. Voilà, donc du coup, ça fédère énormément de monde. Et du coup, pour Monopole, est-ce que dès le départ, quand vous avez parlé de la question handicap, tout le monde a été présent, ou est-ce qu'ils ont suivi justement parce que certains ont mené des actions, ou comment vous avez fait pour monopoliser l'ensemble des structures ? Alors après, elles appartiennent à un réseau, elles sont déjà constituées en réseau, mais la question de participer aux actions du réseau, voilà, c'est pas que pour la thématique du handicap, c'est comment à un moment donné on s'investit dans un travail en commun. Effectivement, c'est compliqué, mais je pense que sur certaines thématiques, il y a des besoins, il y a des attentes. Il y a même dans le premier réseau, dans lequel il n'y avait pas tout le monde, il y avait même des attentes à côté. Et nous, on aimerait bien faire partie. Et pourquoi nous, on ne peut pas avoir des formations ? Enfin, c'est quand même accéder c'est pouvoir répondre à un besoin déjà, identifier peut-être un besoin dans les structures. Et voilà, enfin, donner accès à des formations. Je veux dire, c'était gratuit, par exemple, les formations qu'on proposait, grâce à nos soutiens, au soutien de nos financeurs, voilà. Conseil départemental, région, etc., DRAC, c'était donner l'accessibilité à une formation qui, habituellement, vous regardez dans n'importe quel catalogue, coûte, je sais pas moi, 500 € par personne. C'est déjà une... enfin, quoique, on les a tellement habitués que j'ai déjà eu une fois, pour l'anecdote, quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais le payer pour venir. Donc, enfin, voilà, financer sa venue, bon, après, mais je pense que aussi on est en milieu rural, faire attention à ça, parce que je pense qu'en milieu rural il y a aussi un besoin de cohésion sociale, il y a des problématiques autour de la mobilité, il y a des envies de travailler ensemble, parce qu'on se sent bien souvent isolé, et particulièrement autour de ces thématiques de société. Donc il y a un vrai plaisir, moi j'ai énormément de plaisir à organiser des formations pour les gens du réseau. Pour tout vous dire, la langue des signes, c'était pas évident au début. Hein. On dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Hélène là, franchement, la langue des signes, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Et j'ai toujours, même dans d'autres projets, enfin pas toujours, mais parfois des réactions un peu de rejet comme ça, parce que toujours un petit peu des empêcheurs de tourner en rond, on vient titiller des choses. Et franchement, voilà, moi j'ai pas de sourd dans mon musée, donc j'ai pas besoin d'apprendre la langue des signes. Oui, bah, c'est sûr que voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, il n'y en aura jamais si on ne se forme pas. Mais après, c'est comment les instants de convivialité que ça crée avec les gens aussi. C'est entre les gens, il y a des moments de partage qui sont plutôt très agréables. À voir, les gens font de la co-formation aussi, font du partage d'expériences, partagent leurs problématiques, même dans le cadre d'une formation en langue des signes, ils vont parler de tout à fait autre chose, où ils vont amener leur documentation sur leur programmation, ou amener d'autres questionnements, et voilà, c'est des moments pour être ensemble. Moi j'ai adoré votre remarque sur le musée Temple et le musée Forum, c'est exactement ça en fait, hein. On conserve, mais c'est un vrai lieu social, et il faut que ça le soit, que ça le reste, et surtout que ça le devienne parfois. Alors par rapport à ça aussi, justement ce rôle social, on parlait des peurs ce matin. Je pense que tout le travail que vous avez fait, c'est aussi une manière d'effacer la peur qu'on peut avoir, l'exemple de cette personne autiste, etc. Je pense que travailler de plus en plus ensemble et de mener des projets tels que le vôtre et tous ceux qu'on a déjà pu voir par ailleurs, c'est aussi une manière d'effacer la peur qu'on peut avoir les uns les autres, que peut avoir la personne autiste, qui à un moment donné n'a peut-être plus peur et s'est exprimée, et vice-versa. Donc c'est là où l'on voit que la culture en général, le patrimoine peut-être en particulier, ou l'art, sont des éléments indispensables dans ce monde où l'obscurantisme nous guette parfois. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? D'autres remarques par rapport à ces deux interventions? On a encore 5 petites minutes, profitez-en. Oui, mais bien sûr, Damien. On t'a pas entendu. Damien Kunz, responsable des collections au musée EDF Electropolis. Et je profite d'avoir le micro en main pour poser ma question à Caroline Buffet, question qui est très pragmatique.
J'ai vu tout à l'heure les photos de vos expositions et vous expliquiez sur la photo quelle était l'œuvre inspiratrice et quelle était l'œuvre ou les œuvres inspirées. Personnellement, en voyant certaines photos, je n'avais aucun moyen de savoir qu'est-ce qui était inspiré et quelle était l'œuvre inspiratrice. Je me posais la question des indications que vous donniez là-dessus dans l'exposition. C'est très juste. Parfois, c'est désarmant. On ne sait pas dans quel sens il faut regarder. On ne met pas toujours l'œuvre inspiratrice à gauche et l'œuvre inspirée à droite. Mais dans le cartel, il y a un petit signe. C'est-à-dire que, faut que je réfléchisse, quand l'œuvre inspiratrice, il y a une flèche qui vient de la gauche, et ensuite il y a le nom de l'œuvre, et dans l'œuvre, le cartel de l'œuvre inspirée, la flèche est inversée. C'est un petit truc qui fait que le visiteur peut se repérer et s'orienter. Mais il y a effectivement des remarques de visiteurs qui nous ont dit « mais on ne savait pas que vous aviez tant d'œuvres modernes, c'est incroyable ce que vous avez ». Et encore une chose, il y a des œuvres, il y a des visiteurs qui demandent à acquérir. L'année dernière, on a vendu, c'est pas moi, mais le participant, en l'occurrence, c'était un jeune qui a accepté de vendre son tableau. C'était une valorisation extraordinaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'art brut, si voilà, je ne m'abuse. C'est ça. On est en plein dans le domaine de l'art brut. Voilà. Et le livre d'or de l'exposition regorge de remarques des visiteurs qui sont vraiment qui nous ont donné envie de continuer la première année. Ça a été vraiment très déterminant pour nous pour continuer, parce qu'on a compris qu'il y avait vraiment un échange avec le public, que le public était intéressé, avait compris la démarche. Il ne s'agissait pas d'une exposition d'œuvres exceptionnelles, mais avant tout d'une exposition à caractère social, à caractère de plateforme entre visiteurs, entre public et créateurs. Voilà. Ce qui étonne, c'est que ces soi-disant œuvres pas très exceptionnelles le deviennent à travers ce regard. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres remarques ? N'hésitez pas. Non, plus personne. Oui. C'est une question de Sony ou d'un internaute Facebook sur Facebook? C'est sur Facebook, c'est pas une question. Il y a marqué pas de question, mais un vrai plaisir d'entendre tous ces témoignages. Bravo pour avoir réuni un tel plateau. Merci beaucoup. Nous remercions l'internaute qui a écrit ça. Voilà. Pas d'autres questions? Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien sûr, je remercie encore une fois tous les participants, toutes les participantes et les intervenants, les intervenantes de cette année, de cette journée. Nous allons pouvoir la clôturer. Donc, je vais demander à Madame Sophie Colère de venir nous rejoindre, ainsi que Claude Velti, pour la conclusion. Alors, qui souhaite commencer? Dites-moi. Madame Colère. Alors, Sophie Colère est vice-présidente de l'UHA, mais je vous laisse vous présenter. Donc effectivement, bonsoir à tous. Sophie Colère, vice-présidente de l'université, en charge de la vie étudiante et des politiques culturelles. Alors c'est un terme peut-être un peu énigmatique. Je m'occupe de tout ce qui ne concerne pas la formation pour nos étudiants. Donc la culture, le sport, mais également la mission handicap que nous avons à l'université, une commission sociale, donc voilà, tout ce qui tourne autour des études, sans être les études, mais qui facilite énormément l'accès aux études pour nos étudiants. Et donc là, c'est effectivement avec cette casquette de vice-président en charge notamment de la mission handicap et des politiques culturelles que c'est avec un grand honneur et un grand plaisir que nous vous avons accueillis aujourd'hui dans notre université. Et ben, j'ai pas pu me joindre tout de suite à vous dès ce matin. Je me suis arrivée en catimini vers 11h, mais depuis 11h, je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à vous écouter parce qu'énormément de choses sont entrées en résonance
avec ce que je vis moi au niveau de l'université, avec mes étudiants en situation de handicap que nous suivons. Donc juste quelques mots peut-être sur notre université. 8000 étudiants, donc une petite université, taille humaine, par rapport à notre grande sœur strasbourgeoise de 46 000 étudiants. Et un énorme avantage d'être une petite université parce que nous avons justement cette proximité qui est très simple avec les équipes pédagogiques, avec les responsables administratifs également. Et dans cette université, nous avons un service culturel très dynamique. Donc c'est un énorme avantage pour moi aussi de les accompagner. Et nous avons également une mission handicap très dynamique. L'objectif de notre mission handicap, je dirais qu'on en a deux. C'est l'accompagnement effectivement de nos étudiants pour gommer les différences du point de vue pédagogique. Ça va de mise en place de tiers-temps jusqu'à des accompagnateurs que l'on paye effectivement au niveau de l'université pour que les études se passent du mieux possible. Et également une mission de sensibilisation. Donc là, une journée comme ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi par rapport à la sensibilisation qui fait partie des choses qu'on essaye de faire, de pouvoir communiquer sur les différences. On a par exemple une journée qui s'intitule « Talent caché », qu'on organise chaque année autour d'un thème. Cette année, c'était autour du sport et du handicap. Donc pour essayer vraiment de mettre en valeur les compétences de nos étudiants qui sont en situation de handicap, mais qu'on peut voir avant tout aussi comme ayant des compétences dans des domaines très variés. Et donc là, pour me dire ce qui m'a fait un petit peu réagir, c'est ce partage d'expérience qui me semble absolument indispensable pour que tout le monde puisse effectivement en profiter et développer de son côté également des actions qui deviennent absolument imparables. Il faut y arriver à faire passer ce message que la différence est un avantage pour tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye d'avoir aussi comme démarche au niveau de notre université, au niveau de l'accessibilité à notre université. On y travaille encore, mais on essaye de le présenter comme étant un avantage pour tout le monde, pas seulement nos étudiants en situation de handicap. Pour dire, on en a 120 sur les 8000 étudiants qu'on accompagne effectivement, donc c'est un petit groupe, on les connaît, on fait du sur-mesure, et même si c'est du sur-mesure que l'on fait pour ces étudiants-là, les autres peuvent également en profiter. Alors des ponts également que j'ai bien notés entre différents domaines, et ça c'est quelque chose qu'on doit pratiquer nous aussi au niveau de l'université, des ponts avec le sport. Il y a 15 jours encore, nos étudiants ont pu participer à une superbe journée organisée par EDF sur le sport et le handicap. Donc des ponts de ce genre-là, c'est également une richesse que j'ai retrouvée dans tous les témoignages qu'il y a eu aujourd'hui. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'aspect humour, qui est toujours bien présent et qui doit être présent dans cet environnement-là, parce que ce sont des moments chaleureux, des moments d'échange également, quand on arrive jusqu'à pouvoir plaisanter, jusqu'à pouvoir avoir des approches humoristiques de certaines situations qui, de prime abord, n'iraient pas jusque-là. Donc des termes comme innovation, parce qu'il faut être créatif dans notre université, c'est ce que nous devons être aussi, mais là encore plus dans ce domaine. Donc tous ces mots-là sont vraiment entrés en résonance avec ce que je vis au quotidien. Et donc je tenais vraiment à vous remercier pour cette très très belle journée que vous avez eu l'occasion d'organiser ici. Merci beaucoup. Alors, Madame la vice-présidente, c'est nous qui vous remercions parce qu'évidemment, nous avons été magnifiquement accueillis, je pense que tout le groupe pourra en témoigner, pour cette journée à l'Université de Haute-Alsace. Notez que, je pense, presque toute l'équipe, et on est un peu nombreux quand même, du musée EDF Electropolis, est passé à un moment ou à un autre dans votre université, et il repasse encore, mais nous avons la plupart été étudiants chez vous. Donc, grand merci à vous, et transmettez notre reconnaissance à vos équipes, parce que tout ça ne s'est pas fait vraiment tout seul. Nous avons déjà ce matin, bien sûr, remercié votre présidente, sa directrice de cabinet. Bon, vraiment un élan d'ensemble qui nous a beaucoup fait grand plaisir. Marc Hugler, le président du musée EDF Electropolis, m'a fait part de tous ses regrets de ne pas se joindre à nous. Il a dû suivre à distance quelques moments de la journée. Et donc, c'est l'heure maintenant de clore notre rencontre. Je voulais également remercier les élus
on en a parlé tout à l'heure, mais ils étaient présents, ils le sont d'ailleurs depuis le début de ces rencontres et ils nous ont souvent soutenus, également financièrement, il faut le dire, donc de la M2A et de la ville de Mulhouse. Bien sûr, les intervenants très, très motivés qui ont été là toute la journée, l'équipe du musée et sa conservatrice Catherine Fuchs qui a organisé cette journée, le service famille, personnes âgées et personnes handicapées de la ville de Mulhouse, EDF en Alsace et le ministère de la Culture pour leur soutien financier et leur appui à toutes les étapes de nos rencontres, les traductrices en langue des signes, Rachel Fréry et Anne-Christine Legris, qui ont très efficacement et parfois de manière sportive accompagné cette journée. Je pense qu'elles doivent être un peu épuisées à l'heure qu'il est, donc je vais être très bref. La société Active Media et Pascal Ferrari, qui a lui assuré la production, la diffusion en direct, puis en différé, je vous le rappelle, dans quelques jours, vous pourrez revoir les moments qui vous intéressent de notre journée. Je pense que nous avons atteint le but de ce que nous nous étions fixés avec ces rencontres, échanger, apprendre, écouter, transmettre de bonnes pratiques, débattre entre professionnels et acteurs engagés, et je pense engagés, on s'est rendu compte qu'on l'était aujourd'hui. J'ai été très impressionné par l'intensité à la fois des présentations mais aussi des échanges. Et tout ça dans l'objectif d'améliorer la vie de nos concitoyens en situation de handicap. Donc je vous remercie donc tous d'avoir participé et contribué à cette journée et je vous profite de terminer autour d'un petit rafraîchissement qui ne concernera pas nos auditeurs à distance mais qui eux nous rejoindront une prochaine fois. Merci beaucoup.